Mais voilà, c'est parti pour le ZCL News de ce midi. Nous sommes le dernier jour du mois de mai, déjà juin, et la perspective des vacances s'annonce. Juste un petit mot avant le proverbe, on va faire le proverbe, oui. Chaque peine n'y faut majaille, chacun a une chacune qui lui convient. Tiré du livre de proverbes de Didier Manette, 365 proverbes créole Guadeloupe, oui, chaque pain n'y faut majaille. Bon. Je suis sûr que Céline est d'accord avec ça. Parfaitement. Parfaitement. Oui. Madame Leslie, non? Oui, parfaitement. Parfait. Ah, ben tout le monde d'accord. Pas de problème. Bien, deux petits mots juste pour dire qu'à la Désirade, il y a un gros problème en ce moment. Certaines régions sont coupées complètement, surtout la région de Bémaro du téléphone. Et donc, on a eu un entretien avec Orange ce matin. Elle nous a dit que tout devrait rentrer dans l'ordre dans les 48 heures, surtout dans la région de Bémaro à Désirade, où les gens sont, après les Saogas, sont complètement coupés. C'est difficile d'être insulaire dans un archipel. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Madame Leslie Lopin. Bonjour. Avec elle, on va parler de concours photo montre ton paysage, mais aussi du paysage, justement, avec Jean-Luc Séligny, bonjour. Bonjour. Vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence. Et Leslie Lopin, elle est directrice de l'urbanisme et de la cohérence du territoire. On se souvient, elle était venue parler du SCOT, on en dit un petit mot quand même tout à l'heure. Un peu plus tard, on va recevoir la directrice de Caribule, Danaïka, qu'on connaît très bien, et qui va nous parler du festival, mais aussi d'une opération qui est lancée depuis quelques jours. Ça s'appelle le Caribule CAFTOU. Elle va nous expliquer un peu ce que c'est. Un peu plus tard, Laurent Tavernier, président de l'association La Confrérie Corsaire, viendra nous parler un petit peu de cette période un petit peu particulière de notre histoire, puisque vous le savez peut-être pas, il y a eu beaucoup de corsaires dans les mers de la Guadeloupe particulièrement. Ils étaient plutôt durs, plutôt rapaces. Et d'ailleurs, ça a failli déclencher une guerre avec les États-Unis. On dira quelques mots. L'actualité, c'est la conférence sur la sclérose en plaques. Charlie Dagonia était sur place. Il va faire un petit point sur cette maladie qui touche beaucoup de Guadeloupéens. Et on saura un peu pourquoi. La fête de la famille, c'était à Saint-Claude avec Loane Duhamel. Maintenant que la pandémie un petit peu en sommeil, je dis bien en sommeil parce qu'il y a pas au mot, les gens commencent à se rassembler, à se retrouver. Il faudra quand même faire attention. Je vois que là, personne n'a de masque. Et il y a une bonne petite foule là, mais enfin bon, soyons prudents. Et puis le village des saveurs, c'était organisé par Cap Excellence ce week-end. Ça a eu un bon succès dans les rues de Pointe-à-Pitre, vendredi particulièrement samedi. Et c'est une opération peut-être qu'il faudrait renouveler plus souvent parce qu'il y a eu de bonnes saveurs. Voilà. Merci d'être avec nous en direct de Canal 10, bien sûr, de RHT et aussi de C10 FM, et nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Alors, le concours photo montre-nous ton paysage. D'où est venue l'initiative, M. Sédigny ou Mme Lopin? Mme Lopin qui va nous dire. Donc, d'où est venue l'initiative? C'est dans le cadre du projet que nous portons, donc le plan de paysage. Oui. Nous avons souhaité lancer ce concours photo afin de consulter la population et savoir quel est leur paysage, Oui. la Cap Excellence, sur le territoire. Quand on leur parle de paysage, qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que c'est un paysage urbain, paysage littoral, paysage naturel, rural, je ne sais pas. Quand même, il n'y a pas de paysage politique, non? Non, il n'y a pas de laissons la politique aux politiciens. D'accord. Donc là, nous parlons vraiment de paysage et du coup, le concours photo, c'est vraiment pour faire la population participer à ce plan de paysage et avoir leur retour sur ce qu'ils entendent du paysage de Cap Excellence. Alors, tout type de photo, tout le monde peut participer dans Cap Excellence ou uniquement les gens de l'aglo ou bien au-delà? Non, tout le monde peut participer, de 7 à 90 ans. Dès qu'on sait utiliser un téléphone portable ou un appareil photo. Oui. Donc là, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut participer, envoyer sa photo sur paysage@capexcellence.net. Et du coup, l'objectif, c'est de faire sa photo, de nous dire, intituler sa photo, nous dire pourquoi ils ont pris cette photo et qu'est-ce qu'ils voulaient nous montrer. Et nous allons retenir les plus belles photos du paysage de Cap Excellence. Et on gagne quelque chose quand même? Oui, on va gagner bien en Cap Excellence, on gagne beaucoup de choses. Il y a un petit prix quand même. Un petit prix quand même. Déjà, le premier prix, c'est la mise à l'honneur. Oui, donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Sortir de l'ombre, passer à la lumière avec sa photo du paysage de Cap Excellence, c'est déjà pas mal et c'est la mise à l'honneur. Et après, il y aura des lots en fonction de nos compétences sur le territoire de Cap Excellence. D'accord. Alors, M. Séligny, ce plan paysage, du point de vue structurel, comment
on le conçoit. Est-ce qu'il faut croire que le paysage, vous cherchez à le modifier ou à l'améliorer, à l'arranger, ou à le garder tel quel? De toutes les manières, Mme Lopin sera en accord avec moi. On cherche tout simplement à valoriser le paysage, le développer. Et si on prend le cas, par exemple, de la commission développement territorial, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président, il y a bien au sein de cette commission développement territorial la dualité développement urbain, développement rural. Et donc, le paysage, il faut le maintenir. Je crois que le plan paysage témoigne de cette volonté, en tout cas, à Cap Excellence. Et pour ce qui est, en tout cas, de ce concours, vous voyez bien que Cap Excellence met en œuvre ce concours, mais au-delà de Cap Excellence, il y a des villes membres. Et j'ai participé, il n'y a pas si longtemps, au niveau de la ville des Abîmes, à un concours photo mené par Christine Houblon, le plus bel arbre majestueux de la ville des Abîmes. Et donc, au-delà, effectivement, de Cap Excellence, les villes membres également souhaitent valoriser le paysage de Cap Excellence et la Guadeloupe, en réalité. Et donc, ce plus bel arbre majestueux aux Abîmes témoigne aussi de ce que nous avons de plus important et de ce qu'il faut préserver. Ça a d'ailleurs eu un réel succès et j'en suis sûr que cette opération-là également connaîtra en tout cas le même succès. Oui. C'est-à-dire que le paysage, quand même, il se modifie quand même au fil des années. Quand on regarde une carte des Abîmes, enfin une photo des Abîmes il y a un demi-siècle, c'est pas tout à fait la même ville. Hein. Inévitablement, mais en réalité, vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout urbaniser. Il y a la nécessité aussi de préserver, de sanctuariser un certain nombre de terres pour permettre déjà aux agriculteurs et aussi laisser témoigner, en tout cas pour les générations futures, de notre engagement à préserver un certain nombre de terres. C'est notre patrimoine à tous. Je crois que Mme Lopin... C'est ça, le paysage, c'est un bien commun. Donc, c'est un héritage que nous devons préserver. Et l'objectif, au travers de ce plan de paysage, c'est de qualifier ce paysage et permettre, lors des aménagements futurs, puisque nous sommes des aménageurs à Cap Excellence aussi, c'est de pouvoir contraindre cet aménagement pour respecter et préserver et transmettre le paysage aux générations futures. Hier, je recevais ici une géographe qui me disait que, il y a une véritable, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, bataille entre les investisseurs, ceux qui veulent construire, et les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a une sol agricole qui disparaît. Progressivement, chaque année, on perd environ, on dit un peu 1000 hectares à peu près. Et de l'autre côté, on a besoin de construire. Alors, entre les deux équilibres, comment le plan de paysage va catégorifier les choses, va un petit peu organiser ce paysage. Parce que quand vous faites un plan de paysage, c'est pour la durée. C'est pour les enfants et les arrière-petits-enfants. Est-ce qu'on se projette dans 50 ans, par exemple? Imaginez l'aglo dans 50 ans. On en revient au schéma de cohérence territoriale. Le plan de paysage, c'est un volet du SCOT. Et du coup, l'objectif, c'est d'intégrer cette notion paysagère dans le schéma de cohérence, qui est, lui, un document de planification sur les 20 prochaines années. Oui. Donc, notre objectif, c'est de préserver, on a parlé d'agriculture, pour faire le lien avec M. Cellini, c'est de préserver ces terres agricoles. On est contraint, nous sommes sur un territoire, on va dire, fini, hein, on a nos frontières, on est obligé d'aménager. Oui, nous sommes une île aussi. Hein. Et nous sommes une île, vous avez dit au début, nous sommes insulaires. Oui. Donc, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir trouver le bon équilibre pour aménager, préserver les terres agricoles. D'ailleurs, nous avons de très bonnes terres agricoles sur le territoire de Cap Excellence, mais il faut que les deux puissent s'entendre. Donc, au travers du schéma de cohérence territoriale, au travers du SCOT, au travers des projets menés par la commission de M. Cellini, c'est le travail que nous faisons à Cap Excellence. Et comment réagit le public, enfin le citoyen abîmien ou le citoyen de l'aglo? Le citoyen réagit favorablement. Je crois qu'il s'agit pour nous, mais c'est le rôle aussi du politique, d'aller vers le citoyen, expliquer notre démarche. Et nous n'avons de cesse, en tout cas à Cap Excellence, et vous voyez bien, vous avez exprimé la difficulté, en tout cas pour toutes les collectivités, et pas seulement les collectivités, mais aussi l'État. Il y a la volonté de nourrir la population. Oui. Il y a l'autonomie que l'on souhaite, oui. Alimentaire également. Il y a aussi le combat que mènent les agriculteurs, et on doit entendre ce combat-là et les accompagner. Le président Jalton, en tout cas, en a fait l'un des axes majeurs, en tout cas, de cette mandature. En témoigne, et on en parlera tout à l'heure, les journées de l'agro-business et l'agro-parc à Excellence. Mais il y a nécessairement, au-delà de la réflexion, des décisions à prendre pour maintenir un réel équilibre entre, effectivement,
permettre aux agriculteurs de s'exprimer, permettre à ce territoire d'aller vers l'autonomie alimentaire, même si on sait que ce sera compliqué de prime abord, mais en tout cas, le projet, il est là. Et donc, nous n'avons de cesse, en tout cas, de faire passer ce message-là et à travers les problématiques, le plan mis en œuvre par Cap Excellence avec Madame Le Pen, il y a nécessairement la prise en compte des aspirations des uns et des autres pour trouver cet équilibre et pour pouvoir satisfaire toutes les parties prenantes en tout cas. Alors, est-ce que, je prends l'exemple d'un organisme en construction imprévu, est-ce que l'agroparc entre dans ce plan de paysage? Enfin, est-ce qu'il a sa place ou est-il hors sujet? Non, l'agroparc est sur la zone de Perrin. Donc, c'est une zone où nous avons un regard particulier puisque Cap Excellence aménage aux côtés de l'État avec le CHU. Donc, l'agroparc a toute sa place dans cet espace paysager et c'est un projet qui fait du lien puisqu'on est sur des terres anciennement agricoles. Oui. On implante un projet agricole. Donc, du coup, on est vraiment sur un lien, un fil rouge de préservation paysagère, préservation... Peut-être un fil vert, oui, c'est peut-être mieux. Donc, on est vraiment... l'agroparc a toute sa place dans le plan de paysage et dans le paysage de Cap Excellence. Oui, parce qu'il y a un autre problème qui se pose dans notre territoire, c'est que il y a beaucoup d'arbres qui sont détruits, qui sont coupés, etc. J'espère que vous en êtes conscient et ça aussi, c'est le développement durable, on en parle beaucoup. Donc tout ça, ça se mixe finalement. On en est tellement conscient qu'on a organisé le concours pour pouvoir effectivement sensibiliser et promouvoir aussi l'acte qui consiste à préserver. Mais je crois que vous l'avez compris, nous sommes à Cap Excellence dans un dynamisme et toutes ces questions-là font l'objet de réflexions, au-delà des réflexions, des actions concrètes pour pouvoir préserver, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir sanctuariser, pour pouvoir aussi, pour les générations futures, les sensibiliser sur, en tout cas, le paysage qui nous entoure, l'environnement. Et des actions sont menées avec les écoliers de part et d'autre pour pouvoir effectivement aller dans le sens, en tout cas, de la préservation de cette biodiversité quelque part. Alors moi, je pose quand même la question à Mme Lopin. Comment ça s'organise entre les élus qui ont une vision et les techniciens, je ne dis pas les administratifs, je préfère dire les techniciens qui ont une autre vision. Est-ce que vous arrivez à matcher les deux? Si, oui, nous arrivons à nous concerter, nous traduisons une vision politique. Donc l'objectif, c'est d'amener l'élu, quand il a une vision, à prendre en compte l'ensemble des disparités du territoire, l'ensemble de tous les aspects qui soient paysagers, aménagement et proposer un projet qui réponde à sa vision et qui réponde à la préservation du territoire. Le projet de départ du technicien ou de l'élu? De la vision politique. De la vision politique. Voilà. Et que vous devez traduire... en vision technique, et qui répondent aux besoins de la feuille de route pour un élu. Quand on va aux urnes, c'est pour élire sur un mandat, sur un projet politique. Donc moi, mon travail, c'est de mettre en œuvre ce projet politique. Alors, on avait parlé du SCOT la dernière fois, mais il y a un sujet qui est venu d'actualité et qui revient régulièrement, c'est le problème de la relocalisation. Comment vous voyez ça dans les 20 ans au minimum? Donc, vous parlez de relocalisation par rapport aux événements qui se sont passés. Et aussi les événements à venir. Et événements à venir. Hier, la géographe qui était là nous disait que peut-être que dans 20 ans, la place de la Victoire ne va plus exister. Par exemple. Je ne sais pas si elle est pessimiste, si elle est lucide, mais enfin, elle nous a dit, vu ce qu'on voit, vu du ciel, la Guadeloupe, vu du ciel, on a le sentiment quand même que la nature a envie de reprendre ses droits à certains endroits. Ça aussi, nous prenons ça en compte dans le schéma de cohérence territoriale. C'est une vraie problématique, la préservation et la relocalisation, puisque en étant un territoire insulaire, nous avons peu d'espace pour relocaliser. On peut penser au territoire de Pointe-à-Pitre quand on va vers Carénage, où on sait très bien qu'il faut déplacer. Oui. On a vu ce qui s'est passé à Dugazon, où toutes les entreprises étaient sous l'eau. Donc il faut pouvoir leur proposer du nouveau foncier et pouvoir se réimplanter ailleurs. Mais ça, c'est une stratégie... je ne pense pas qu'à l'échelle de Cap Excellence. C'est une stratégie à prendre en compte à l'échelle régionale, puisqu'on ne pourra pas relocaliser tout le monde sur notre propre territoire. C'est un enjeu guadeloupéen de pouvoir relocaliser partout tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Mais
Peut-être faisait-elle référence, cette géographe, c'est une géographe, vous avez dit? Oui, c'est une géographe. La montée inéluctable du niveau Ce qu'elle me de la disait, mer, alors, elle m'a dit quelque avec chose. les enjeux climatiques. Je m'adresse à l'élu, elle m'a dit que souvent, ils font des recherches, ils font des projets, premièrement, et aussi des conseils qui sont peu écoutés par les élus. Alors, je dis ça pas vous particulièrement. En ce qui concerne, vous savez que la zone des 50 pas aujourd'hui, on est en train de revoir un petit peu les choses. Et surtout, il y a des maisons qui sont sous ces 50 pas qui ont été construites il y a X temps, des terrains, etc. Et surtout, il y a des endroits, on prend par exemple à Petit-Bourg, où on sait ce qui s'est passé récemment et ce qui se passait. Il y a d'autres communes où la mer reprend ses droits, et même Jarry d'ailleurs, même Jarry. Je crois qu'il ne faudrait pas non plus qu'on ait le sentiment que lorsqu'on conseille, immédiatement, l'élu peut mettre en œuvre. Il y a le temps de la réflexion, il y a le temps aussi de l'étude, les études préalables, et il y a le temps aussi de la mise en œuvre. Et parfois, pour celui ou le géographe ou celui qui conseille, peut-être le temps de l'élu n'est pas le temps du géographe. Oui, mais le temps de la nature aussi, on doit en tenir compte aussi. Absolument. Parce qu'on on voit en tient bien compte. qu'avec les événements climatiques qui se succèdent un peu partout, et on n'y a pas échappé récemment, aujourd'hui, on doit être un petit peu dans un point de vue météo, je veux dire, voir un petit peu devant ce qui va se passer. Alors, les abîmes, il y a une réserve foncière aussi, aux abîmes au fond du territoire, mais la partie pointoise du Cap Excellence... c'est plus compliqué. Ça doit être plus compliqué, j'ai l'impression. Ça sera plus compliqué. Et même les réserves foncières auxquelles vous pouvez penser, c'est des réserves foncières où aujourd'hui... le risque d'inondation est prégnant puisque c'est des vallées. Ce sont des vallées, oui. On est dans la vallée des Grands Fonds, donc oui. du coup l'eau elle se déverse. Oui. Donc c'est vraiment des stratégies, comme disait M. Cellini, nous sommes dans l'anticipation. Ça va très vite, c'est vrai, mais c'est des enjeux financiers très lourds aussi. Oui. Donc ça ne peut pas se faire dans un claquement de doigts. Nous sommes vraiment sur 20 ans, 40 ans. Je comprends, le risque il est là, il est à nos portes, mais ça prendra du temps. Oui. Voilà, c'est le temps. Comme le projet AgroPark et les journées de l'agro-business, c'est un petit peu ça, puisque alors, la volonté hier... Les journées de l'agro-business sont prévues quand? Mais les journées de l'agro-business, c'est le 3 et le 4 juin 2022, au pôle d'accueil de Taonaba. Donc, c'est journées... Qu'un site intéressant, justement, absolument, Taonaba. Oui. Absolument. Oui. Et donc, ces journées découlent véritablement du projet élaboré par... Cap Excellence, qui est l'AgroPark Caraïbes Excellence. J'ai eu l'occasion ici de venir et d'en parler à plusieurs reprises. Et donc, il s'agit pour Cap Excellence de contribuer à la consolidation et au développement de l'activité de l'agro-transformation durable en Guadeloupe et sur son territoire, avec pour objectif le développement économique du secteur et également la création d'emplois sur son territoire. Donc, c'est un équipement en réalité qui a pour ambition de se positionner comme l'un des acteurs majeurs véritablement de la structuration des filières et il doit permettre en tout cas de voir éclore un certain nombre de projets et d'accompagner aussi les initiatives entrepreneuriales liées à l'agriculture et à l'agro-transformation pour les voir grandir et rayonner par la suite. Ainsi, nous avons décidé en fait de mettre en place pour ces porteurs de projets et les entreprises également qui sont déjà créés une journée, un espace d'échange d'informations entre les acteurs. Échange d'informations, je veux dire, c'est pas encore une journée business. Non, la journée du 3, c'est une journée véritablement pour les professionnels. Donc, les dispositifs d'accompagnement et d'appui des entreprises du secteur de l'agro-transformation. Donc, le 3, en réalité, si vous avez un projet, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des questions sur le modèle économique, l'approvisionnement, la structuration, vous avez besoin d'être accompagné véritablement et vous avez besoin d'échanger également puisqu'il y a un BICA parole, cette journée vous est consacrée. Et là, sur ce dispositif, en tout cas cette opération, dès 9h, il y aura un mot d'accueil pour donner en tout cas la déclinaison de la journée. À 9h30, l'ouverture de la manifestation. De 9h30 à 15h30, il y a un village de l'agro-business, rencontre et échange avec les acteurs économiques du secteur local de l'agriculture. Un BICA parole donc à 10h. À 11h30, la sécurité alimentaire dans l'agro-transformation, enjeux et obligations. À 14h, quelles sont les clés pour se développer à l'export? Et à 15h30, la clôture de la journée. S'agissant du 4, c'est une journée dédiée
eh bien, la population, hein, puisque l'objectif pour nous, c'est faire découvrir les innovations en matière d'agro-transformation, donc à la découverte des produits innovants dans l'agro-transformation locale. À 9 heures, ouverture de la manifestation, le village agro-business, marché de produits, donc agro-market. À 9h30, un atelier du goût. Les fines papilles, l'atelier de transformation Bika Fabrique à 11h. À 12h30, l'atelier du goût, les fines papilles. Et à 14h, atelier cosmétique agro-beauté. Et des horizons, enfin un horizon lointain, un portrait d'un agro-transformateur d'ailleurs, expérience, obstacles et succès. Portrait d'un agro-transformateur d'ailleurs, expérience également. Donc plusieurs agro-transformateurs qui viendront témoigner de leur expérience. Vous voyez bien que la volonté pour nous, et vous voyez, j'étais venu vous présenter les ticosés qu'on avait initiés, parce qu'il y a nécessairement pour cette structure innovante, performante que nous voulons mettre en œuvre, l'Agroparc Caraïbes Excellence, on n'a pas l'intention de faire, en tout cas de cet instrument, une coquille vide. Il faut qu'en amont, eh bien, tous les acteurs puissent être sensibilisés, s'organiser, et cet espace leur permet d'échanger, de s'entretenir et de s'épauler, d'avoir des réponses concrètes avec un certain nombre de partenaires d'ailleurs, la région, la CCI, le département, la BPI, le Crédit Agricole, les équipementiers, l'ADI, l'Institut Pasteur, la Chambre des métiers, Iguaflore, les organismes de formation, des agences immobilières, Cap Excellence, le FEDER, tout cela au service, en réalité, de l'agro-transformation. Et l'agro-business, en réalité, c'est un terme qui est relativement récent, eh bien, qui met en évidence l'ensemble des opérations économiques relatives à la production, à la transformation, à la consommation également des produits issus de l'agriculture. Voilà en tout cas l'idée première qui est la nôtre, créer cet espace d'échange pour que chacun puisse effectivement échanger, puisse également s'épauler pour ceux qui ont pour objectif de se lancer, trouver des réponses concrètes et pour pouvoir mener à bien leur projet. Ça signifie que le projet, cette journée de l'agro-business, ces 2 journées sont, on peut dire, une marche en avant pour la création de l'Agroparc, c'est-à-dire que le projet Agroparc commence à se structurer, à se mettre en place progressivement. Non seulement il se met en place, mais Cap Excellence a aujourd'hui réalisé toutes les opérations, toutes les tâches qui incombent à la mise en place de l'Agroparc Caraïbes Excellence. Aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes dans les starting blocks. Il ne manque que la part et la réponse de l'État, mais s'agissant du volet financier, tout est OK. Nous sommes là, nous sommes dans l'attente pour pouvoir mettre en œuvre et commencer assez rapidement dès que nous aurons les éléments définitifs que nous attendons. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, et là, j'aimerais saluer la communauté Cap Excellence, les administratifs, Mme Gérald Pommier qui travaille régulièrement tout le temps sur ce projet avec d'autres projets pour l'investissement qui est mis en œuvre. Et je l'ai dit, je n'ai cessé de le répéter, nous avons là l'occasion de passer du discours à l'acte, puisque ce territoire a besoin véritablement de ce projet innovant, performant à destination des agriculteurs. Trop souvent, nous avons parlé de quelque part de cette autonomie alimentaire que nous souhaitons pour notre territoire. Là aussi, c'est notre contribution pour les générations futures. Nous avons le devoir, en tout cas, nous les politiques et les administratifs de ce pays, nous avons le devoir d'aller jusqu'au bout avec tous les partenaires, la région, le département, l'État, qui contribuent véritablement à l'émergence, en tout cas, de ce projet pour le territoire de la Guadeloupe. Bien. Alors, on va retenir 2 dates. Premièrement, montre-nous ton paysage et la date de remise des photos. C'est jusqu'au 6 juin, donc on a encore presque une semaine. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est ce rendez-vous du 3 et du 4 à Kaounaba. Paul Taonaba, aux Abîmes. Oui. Voilà, le 3 et le 4 juin pour les journées de l'agro-business. Et nous attendons nombreux pour, d'une part, pour les professionnels et d'autre part pour le grand public pour découvrir. Et vous avez, par exemple, nous avons accompagné, lorsqu'on parle de projets innovants, il y a de l'innovation et ces projets méritent d'être accompagnés. Et donc, nous voulons permettre, en tout cas, à tous de pouvoir s'exprimer. Lorsqu'on fait référence régulièrement à Rachel Lolier et Typo Pays, voilà un projet que Cap Excellence, et c'était la volonté du président Jalton, que d'accompagner ces projets-là et de permettre qu'aujourd'hui, elles puissent proposer ces produits à la Guadeloupe et ailleurs par la suite. Bien voilà, c'est dit. Merci en tout cas d'être venu dire tout ça. Le public a entendu, les Guadeloupéens ont entendu, les gens qui nous regardent en ce moment ici en Guadeloupe, en France, un peu partout, sont à l'écoute et viendront en tout cas participer à
ce concours. Montre-nous ton paysage. C'est quelque chose qui restera à voir. On verra les photos ici, j'espère. Oui, on viendra présenter les On va photos. nous présenter les photos. Et pour l'agro-business, les 2 journées, probablement Canal 10 sera là pour rendre compte de ce qui se passe et on verra un petit peu toutes ces innovations. Voilà, on prend la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL News. Il est 13h02. On va recevoir la directrice de Caribule tout de suite. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour Danaïka. Mais avant, on fait un petit topo sur la conférence sur la sclérose en plaques. C'est une maladie qui fait des dégâts en Guadeloupe. Et justement, hier, il y avait une présentation d'un certain nombre de spécialistes devant la caméra de Charlie Dagonia. On regarde, c'est parti. Alors la sclérose en plaques, parce que c'est une pathologie trop peu connue. Et donc on a décidé effectivement, avec l'aide du docteur Méchard, de dédier en fait cette journée de la sclérose en plaques, donc un échange effectivement avec plusieurs professionnels de santé et aussi avec une association qui aide en fait les personnes atteintes de cette pathologie, de cette maladie. Et donc cette soirée, effectivement, on va pouvoir échanger, pouvoir apporter peut-être des solutions aussi à la prise en charge des patients en Guadeloupe au niveau de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est peu fréquente, donc en fait ils sont informés quand ils sont confrontés en fait à la pathologie. Et donc le but de tout ça, c'est justement d'entourer ces patients les journées mondiales de la sclérose en plaques du Parkinson sont pour nous l'occasion d'entourer les patients, de travailler sur la pathologie. En fait, la sclérose en plaques, depuis 2008, c'est le combat de l'association. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la sclérose en plaques est un peu mieux connue en Guadeloupe, mais il y a encore un gros travail à faire. Donc c'est un peu pour cela qu'on est là ce soir. Et je dirais que aujourd'hui, les choses sont faites pour que quelqu'un se sente mieux en ayant la CEP, mais il y a encore des choses à faire. J'ai fait un corps avec la maladie, parce que c'est une maladie qui est inconstante, qui est instable et qu'il y a des crises à n'importe quel moment. Donc, on est obligé de s'adapter. Sinon, on ne vit plus, quoi, parce que les douleurs apparaissent, disparaissent, reviennent à n'importe quel moment, de façon inattendue, surprenante. Et des fois, c'est des douleurs qu'on ne s'y attend pas. Et puis, tout d'un coup, je te parle là, par exemple, et puis je ressens un coup de poing dans les côtes, je sens une douleur dans les jambes, mes jambes commencent à me brûler, je reçois un coup d'épingle dans l'œil, des trucs comme ça. Parce que comme c'est une maladie, c'est les nerfs, et le corps est parcouru de nerfs. Donc à partir de là, c'est des souffrances, des douleurs à n'importe quel moment. Tu m'en vois bien là maintenant en train de te parler. Il suffit d'un instant, je peux me retrouver à terre, je peux me perdre l'équilibre, des trucs comme ça. C'est ça ma maladie, c'est ça notre maladie. Et j'espère que les docteurs qui sont présents vont nous apporter quelques solutions, parce que c'est des fois intenable. Il y a énormément de thérapeutiques qui sont sorties ces dernières années. Quand j'ai commencé, on avait 2-3 molécules et là maintenant, on a une dizaine de molécules à notre disposition. Donc la première phase du traitement, c'est quand le patient a un symptôme. On donne de fortes doses de corticoïdes. Donc ça s'appelle le traitement d'attaque. Et ensuite, on essaye d'éviter aux patients de refaire des symptômes en donnant un traitement d'entretien. Et là, on a plein de molécules à notre disposition actuellement, ce qui est génial. Vous l'avez entendu, c'est une pathologie particulièrement néfaste et dangereuse. On va quitter ce domaine médical, on va parler de choses un peu plus agréables. On va parler de Caribule. Bonjour, Danaïka, qui est la directrice générale de ce festival de bande dessinée, de manga et d'albums de jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Caribule? Alors, il y a plein de choses qui se préparent. C'est vrai qu'on a eu des toutes petites éditions à cause du Covid. Et là, Caribule repart. Caribule Covid. Oui, on va dire ça comme ça. Et on a tenu quand même à fêter le 10e anniversaire l'an dernier. Et cette année, on s'attelle à préparer un vrai festival. Ah, un vrai festival. Bon. Oui. Alors, j'ai lu le communiqué Caribule Tour, Caribule CAF Tour. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est une convention de partenariat qui a été signée entre la CAF de Guadeloupe et l'association. Et en fait, cette opération, elle a pour but en fait de mettre des ateliers en place pour initier des jeunes à la bande dessinée. Donc pour le CAF Tour, on a sélectionné 6 villes de Guadeloupe. Seulement 6? Pour le moment, c'est déjà pas mal. Oui. Parce qu'on essaie d'étendre Caribule un peu partout.
Et aujourd'hui, en fait, on a des ateliers qui ont déjà pris forme dans les communes des Abîmes, de Basse-Terre, de Déhais et Pointe-Noire. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un enfant qui fait de la bande dessinée, il s'inscrit à Caribule, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Non, il doit se rapprocher de sa mairie, Oui. en fait, les mairies qui ont été sélectionnées. Et à la suite de ça, il sera dirigé vers une association dans laquelle il pourra s'inscrire et Et participer. tout seul, il fera ça? Tout seul, non, bien entendu. Alors, les ateliers sont dispensés par des professionnels de la bande dessinée, guadeloupéens d'ailleurs, avec qui nous avons l'habitude de travailler et pour qui ça se passe très bien. C'est eux qui gèrent un petit peu les ateliers avec les enfants? C'est ça. Enfin, je dis les enfants ou les gens qui participent. Ou les jeunes adultes aussi. Ouais. En fait, on est toujours à la recherche de nouveaux talents, hein, donc ça peut très bien être des enfants, mais là, c'est vrai que c'est... pour le moment, le public qui a rejoint cette opération est très jeune parce qu'on a des CLSH avec qui on travaille. Donc, voilà, pour le moment. Et donc, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? On fait des ateliers, c'est tout? Non. Alors justement, à la fin de ces ateliers, il est prévu que des expositions soient tenues publiques. Donc tout le monde, enfin toutes les villes qui ont participé à cette manifestation, cette opération, pourront jeter un œil. Sur ces expos? Oui, sur ces expos, oui. D'accord. Alors, ça, c'est pour l'exposition. Quoi d'autre? Alors on a aussi un concours, le concours de la 11e édition, qui est toujours disponible en fait. La deadline pour participer a été... Non, elle a été étendue jusqu'au 30 juin 2022. Donc on attend encore les inscriptions sur le site www.caribule-bd.com. D'accord. Et des jeunes qui participent à ce concours de bande dessinée? Exact. Alors, bien entendu, ce n'est pas non plus dédié aux jeunes, aux enfants. Tout le monde peut y participer, mais les lauréats seront les enfants. Ah. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus énuméré la thématique. Oui. La thématique, justement. Alors, c'est vrai que généralement, on essaie de se calquer à l'actualité. Mais pour ne pas être un petit peu dans la déprime, parce qu'on est fatigué d'entendre toujours un peu les mêmes choses, on a choisi une thématique un peu plus légère et elle s'articule autour de la bande dessinée et de la musique cette année. La musique, bon, c'est ça. Deux petits mots quand même, puisque vous en avez parlé au début du festival non covidé. Oui, on espère, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie, mais on espère pouvoir proposer une grande manifestation cette année avec des temps forts, mais pas seulement sur la commune de prédilection qui est Ibemao. On souhaite vraiment élargir le festival dans toute la Guadeloupe et propulser Caribule enfin vers de grands horizons. Oui, et donc, si je comprends bien, le festival est basé à Ibemao depuis quelques années, mais il s'étend dans toute On veut l'étendre, on veut vraiment que tout le monde soit impacté et proposer en fait, proposer aux jeunes, peut-être bien en fait, pourquoi pas avoir de... Alors, juste avant d'arriver ici, quand les gens, comme toujours, ont su qu'on allait recevoir quelqu'un de Caribule, on m'a posé la question, puisqu'on a parlé de 6 communes, et les gens de l'autre commune m'ont dit nous. Alors, on n'exclut pas les autres communes. On espère pouvoir justement étendre l'année prochaine, pourquoi pas, avec un renouvellement de convention. On essaie de travailler avec Capester qui nous a sollicité récemment. On a aussi le Lamentin. Lamentin, j'ai oublié de mentionner la ville du Lamentin et de Petit-Bourg qui vont débuter très bientôt aussi, ces ateliers. Et on espère faire le tour de la Guadeloupe. Ah bon, parce que la personne qui m'a appelé, c'est de Marie-Galante. Ah oui. Oui, pourquoi pas. Non. On va y réfléchir avec l'équipe pour pouvoir envoyer un dessinateur professionnel à Marie-Galante et pourquoi pas aussi à la Désirade. À Désirade et au Sainte aussi. C'est ça. Bon, ok. Ça veut dire que Caribule se porte bien, ça va? Oui, là, on est en plein préparatif, donc tout va bien, tout va très vite. Le festival, c'est quelle période? Alors, l'année prochaine, la prochaine édition aura lieu en octobre. On a déjà 2022. Oui, 2022. Entre le 8 octobre et le 16. Oui. Donc à Ibemao.
Abemao, mais pas que. Pas que à Bemao. Exactement. Oui, parce qu'il y aura des animations, j'imagine, un petit peu partout. C'est ça, cette c'est année. ça. Mais je Ouais. peux pas en dire trop. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se préparent, notamment le film Tim Tim Caribule qui a été diffusé pour la première fois l'an dernier. Oui. On prévoit justement on va dire un format pour les enfants, adapté aux enfants. Donc D'accord. on travaille sur tout ça aussi. Et il y a une thématique choisie pour le prochain Caribule. Oui, mais est-ce que je peux la dévoiler? Bon, ben, si c'est encore un secret, on n'en dira pas beaucoup. Non, là, je pense qu'on va toucher un secteur qui est récurrent en Guadeloupe. Ouais. Ce Concert sera audiovisuel. non pas l'audiovisuel, mais la thématique sera tournée vers l'eau D'accord. aussi pour le concours en fait. Le concours. Le Oui. concours. D'accord. Bon, ben, on y reviendra prochainement. Il est déjà 13h14. Donc, je rappelle que ce qui a été dit, c'est que pour le concours de jeunes auteurs de bande dessinée, ils ont encore pratiquement un mois. Un mois, Jour jusqu'au pour 30, jour, ouais, au 30 juin. Ouais. On attend... Il y a un règlement pour le concours. Exactement. Donc, en même temps, il faudrait qu'ils puissent s'approprier ce règlement pour rester dans les clous Oui. et participer. Et remettre Leurs travaux avant le 30 juin. Avant le 30, deadline le 30. Deadline. Le 1er juillet, c'est mort. Exactement. Wow. Bon, ben c'est dit. Merci Danaïka d'être venue nous dire ça. On revient à l'actu. L'actualité, c'est la fête de la famille à Saint-Claude. Loane Duhamel était sur place. C'est parti, on regarde. Il a, disons, cette tradition-là d'honorer les familles au mois de mai, dans les semaines précédant la fête des mères. Et depuis 2 ans, on n'avait pas pu réaliser cela parce qu'il y avait l'épidémie du Covid. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que nous reprenons goût à la vie, voir ces familles réunies à l'intérieur du centre culturel, reprendre goût, se retrouver, sourire à nouveau. Et je pense que c'était essentiel qu'on le fasse cette année, même si on a dû organiser ça assez rapidement. La famille, c'est toujours sacré parce que la famille, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est par rapport à la famille, si on arrive maintenant à évoluer, à montrer aux enfants ce qu'on a, ce qu'on les apprend, ce qu'on les donne, ce qui a été perdu. Et là maintenant, bon, comme je disais tout à l'heure, là, bon, c'est vrai, bon, il y a Internet, il y a tout aussi ça, mais il faut apprendre aux enfants à vivre de la nature, de ce qu'on a, de nos produits qu'on a. C'est quelque chose de très important pour moi. Et pour nous, après cette crise, après la crise sociale, après les difficultés que nous avons connues, recentrer la société, repenser les valeurs de la famille guadeloupéenne et montrer que nous fera cohésion plus forte lorsqu'on saura revêtir ou revernir notre famille de nos belles valeurs de fraternité, de solidarité et surtout d'amour. Car la famille, c'est le creuset de l'amour, c'est le berceau de l'épanouissement des enfants. Voilà, un dernier sujet, c'est le village des saveurs. Et c'était organisé ce week-end dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre. On avait reçu ici M. René Boisneuf, Achille René Boisneuf, dans la rue Achille René Boisneuf, mais pas que. Tous les quartiers étaient impactés par ce village des saveurs. C'était l'occasion pour les Pointois, mais pas seulement les Pointois, tous les gens qui étaient de passage d'aller dans les boutiques, puisque toutes les rues de l'environnement étaient piétonnisées, on peut parler comme ça. Et ça permettait donc aux Guadeloupéens de pouvoir déguster des saveurs. Et je vous assure que les gens en ont bien profité. C'était des bons bitins, des bons petits manger. Et une telle opération devrait être, je pense, reconduite un peu plus souvent, permettre aux gens de se retrouver, ne pas avoir la hantise de traverser la rue parce que voiture écrasée. Bien là, c'était vraiment une vraiment belle opération qui rappelle un petit peu d'autres choses qui ont été faites à Jarry dans le temps. On regarde un peu le reportage d'Olivier Moradel, c'était ce week-end dernier. Nous sommes donc au marché des épices à Pointe-à-Pitre et c'est une fierté pour nous de voir que tout le monde a joué le jeu puisque Cap Excellence, le président de Cap Excellence et le maire de Pointe-à-Pitre ont voulu organiser cette manifestation pour créer plus d'attractivité à Pointe-à-Pitre à l'occasion de la fête des mères. Et nous sommes très heureux de voir toutes les cuisinières, l'association des cuisinières de la Guadeloupe, la Guyane est présente, les Libanais sont là, l'Inde est là.
et nous avons énormément de plats cuisinés. C'est un lieu emblématique et stratégiquement, eh bien, c'est un très beau site pour pouvoir justement présenter Pointe-à-Pitre et qui était dans le passé la ville économique de la Guadeloupe, hein, en termes de commerce, j'entends. Et nous sommes très très fiers de voir que les commerçants savent faire, font des prix, ont un achalandage formidable, très coloré, très dynamique. Et puis il y a de la sympathie, il y a de la convivialité, il y a de la vie. Et c'est ce que nous voulons à Pointe-à-Pitre. Donc nous demandons à toute la population guadeloupéenne de venir soutenir les commerçants, de venir voir ce qu'on peut faire ensemble, comment nous pouvons bien vivre ensemble, comment nous pouvons mettre en valeur avec Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre la production locale, c'est important. On l'a bien vu, effectivement, tout à l'heure, on parlait d'agro-business et d'agro-transformation. Il y a de plus en plus de personnes, d'artisans, et même ça dépasse pratiquement le caractère artisanal. Les productions sont de plus en plus variées, de plus en plus intéressantes, avec nos fruits, avec nos saveurs. Et ce village de saveurs, c'était l'occasion justement de pouvoir acheter aussi bien du miel de Guadeloupe, des confitures de surelle ou des confitures de patates. Enfin bref, vous le savez, de plus en plus, cette agro-transformation prend de l'élan en Guadeloupe et c'est une bonne chose, de manière à ce que ça puisse développer un peu notre artisanat. Alors, peut-être faudra-t-il passer à un moment donné à une phase industrielle. Bon, ça, c'est notre débat, parce que là, on va faire 10 confitures, on va vendre, mais là, on veut faire confiture pour l'ensemble du pays, là, ben, à un moment donné, ça, il faut avoir les moyens. Et c'est la grosse question aujourd'hui. Comment passer du stade artisanal à un stade, je ne dirais pas industriel, mais au moins pré-industriel, de manière que ça permettre aux personnes, aux artisans, aux producteurs, aux agro-transformateurs de vivre. On a vu l'expérience de Type au pays de Rachel Lolia, fournit d'autres expériences comme ça, et c'est ça qui va payer la balance. Donc on prend une petite dernière pause, et tout à l'heure on va recevoir Laurent Tavernier, le président de l'association de la confrérie corsaire. À tout de suite. C'est la dernière partie du ZCL, et cette fois-ci on va parler histoire, une histoire un peu particulière de notre pays que beaucoup de Guadeloupéens ignorent. C'est la période des corsaires en Guadeloupe. Alors pour cela, nous avons quelqu'un qui est très initié sur la question. Laurent Tavernier, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association de la confrérie corsaire. Qu'est-ce que c'est la confrérie corsaire? L'association de la confrérie corsaire, c'est une association qui a été créée en 2019 sous le registre de la loi de 1901 et qui a pour objectif principal de créer des animations autour et des produits d'appel touristique autour de cette épopée et cette flamboyance des corsaires de la Guadeloupe. Oui, alors, on parle des corsaires de la Guadeloupe. Pourquoi il y a eu des gens ici qui étaient dans des bateaux et qui partaient à l'abordage? On n'a pas que des gens ici, c'est-à-dire que la Guadeloupe a été une république corsaire indépendante. C'est-à-dire que la Guadeloupe était à elle seule un État dans l'État français et que la Guadeloupe a été qualifiée, selon l'historien M. Lacour, d'une puissance. Donc ça veut dire que la Guadeloupe était considérée au même rang que ces grands pays qu'on connaît dans le monde et que la Guadeloupe était une république corsaire indépendante de 1794 à 1798. Donc de 1794 à 1798, donc sous la houlette du gouverneur Victor Hugues, la Guadeloupe devient donc une république corsaire indépendante de la Guadeloupe. Alors ça veut dire qu'en Guadeloupe, comment on dirait que c'est un bica corsaire? Voilà, on est un centre corsaire pour toute la France ici aux Antilles. Alors où est-ce qu'ils étaient ces corsaires? Où est-ce qu'ils se plaçaient? Où est-ce qu'on les trouvait? Le siège de la république corsaire était à Basse-Terre. Parce qu'il faut savoir que la guerre d'indépendance américaine et le traité d'amitié franco-américain ont permis de diriger la ville de Basse-Terre en port corsaire pour la colonie. La ville de Basse-Terre est le port Donc corsaire. la ville de Basse-Terre est une ville corsaire. La ville de Basse-Terre, dans sa construction, est une ville corsaire. Et c'est pour ça que vous avez notamment dans la rue du Bas-du-Bourg, une rue qui s'appelle la rue des Corsaires. C'est là que j'habitais, d'ailleurs. J'habitais à la rue des Corsaires. Je ne savais pas pourquoi. Parce que la ville de Basse-Terre a un passé corsaire. La ville a été le siège de la République corsaire. Et que vous avez beaucoup de vestiges encore à Basse-Terre qui sont des témoignages de corsaires. Par exemple. Vous avez par exemple donc, la fameuse rue du Bas-du-Bourg, qui est une rue des corsaires, parce que les corsaires sévissaient. Mais vous avez aussi, là où se trouvait Bata à Basse-Terre, qui était
selon des documents historiques que le docteur Joseph Fallop, qu'on peut retrouver à la mairie de Basse-Terre, dans ses archives, dit que là où se trouvait le magasin Bata était le siège du tribunal des prises de course. Et vous avez 2 maisons à Basse-Terre, qui est donc la maison que la DRAC est en train de... qui avait commencé à rénover. Donc, on dit que c'était une maison d'un corsaire. Et vous avez au bas du bout la maison qu'on appelle la maison Lubin. Qui est une maison corsaire qui a été, selon ce qui est dit, la maison du célèbre capitaine Moued. Et vous allez, même quand vous regardez, donc, parce que toute cette partie de Basse-Terre, c'était sur la mer, ça a été construit. Donc, toute cette partie, vous allez même voir que sur cette maison, vous retrouvez des anneaux où on amarrait les bateaux. Donc, vous avez beaucoup de vestiges à Basse-Terre, parce que Basse-Terre était une ville corsaire. Basse-Terre était construite comme une ville corsaire. Et donc, il y a des traces. C'est seulement Basse-Terre qui était une ville corsaire? Basse-Terre a été le siège de la République corsaire, mais beaucoup de sites en Guadeloupe ont eu un passé corsaire. Vous avez par exemple Bouillante, parce que Bouillante a beaucoup d'anses. Vous avez la ville de Port-Louis, parce que sur la plage du Souffleur à Port-Louis, vous aviez donc des gens qui armaient les corsaires. Et vous avez le débarquement donc, des corsaires de la Guadeloupe et donc de la reprise de la Guadeloupe en 1794 se fait donc au Fort Fleur d'Épée grâce au livre de couleur et grâce aux corsaires de la Guadeloupe. Donc vous avez les Saintes aussi sont un repère de corsaires. Et vous avez, pas loin de chez nous, donc en Haïti, qui est l'île de la Tortue, qui était également un repère de flibustiers. Alors, la différence entre corsaires, flibustiers, pirates, parce que y a eu un film qui s'appelait Pirates des Caraïbes, que tout le monde connaît. On voit un certain nombre de choses. Certaines scènes ont été tournées à la Dominique, d'ailleurs. Est-ce que ce qu'on montre dans ce type de film, ça représente notre réalité? Il faut savoir que Disney fait de la fiction. Oui, bien sûr. Sur la fiction, ce qui est la force de Disney, c'est que Disney utilise beaucoup de faits historiques. Donc, beaucoup d'éléments qui sont faits dans les films de Pirates des Caraïbes, il y a beaucoup de fiction, mais il y a surtout aussi beaucoup de contenus historiques qui sont remis en lumière par rapport à la réalité des choses. Oui. Alors, donc, vous avez monté cette association sur les corsaires. Et quel est le but de cette confrérie des corsaires? Comme j'ai expliqué, notre objectif est de mettre en lumière, à travers des animations et des récits fantastiques, l'épopée et la flamboyance des corsaires de la Guadeloupe dans des produits d'appel touristiques. Et c'est ainsi qu'on a souhaité... donc cette histoire commence depuis 2018, parce qu'en 2018, vous aviez les 40 ans de la route du Rhum. Et en fait, la route du Rhum, quand on regarde le tracé de la route du Rhum, c'est la route des corsaires. Parce qu'en fait... quand on parle de la route du Rhum, Saint-Malo, parce qu'il y a deux choses. Saint-Malo est une ville de corsaires par excellence. Et vous avez en France 2 régions françaises qui ont été des républiques corsaires indépendantes. C'est Saint-Malo, donc la Bretagne, et la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on s'est dit comment, à travers ce patrimoine, qui est un patrimoine méconnu, comment allier l'histoire, le patrimoine, en créant des produits d'animation touristique qui permettent, dans un premier temps, aux Guadeloupéens et aux touristes du monde entier de venir et de découvrir cette histoire. Donc, nous avons eu cette idée grâce donc, au docteur Rosalie Raki, qui est une femme qui travaille beaucoup pour la Guadeloupe, qui nous accompagne sur cette démarche, a créé donc un produit innovant qui est donc un spectacle mémoriel sur les corsaires de la Guadeloupe, qui est un produit d'appel touristique périn annuel qui va se faire donc dans le cadre des jeunes qui sont issus des quartiers de la politique de la ville et donc des artistes, des intermittents du spectacle. Et nous avons donc également donc l'appui donc de M. Marvin Babin, qui sera donc le directeur chorégraphique, et de Mme Stéphanie Rupert. Nous avons, et de Nicolas Adeline. Nous avons donc construit un spectacle mémoriel qui s'intègre dans un événement mémoriel pour faire redécouvrir l'histoire des corsaires le temps d'une nuit dans l'univers fantastique des corsaires de la Guadeloupe. Qu'est-ce que ce spectacle va montrer particulièrement? Il va reprendre donc, notamment la vie du célèbre capitaine Moued, qui était un Arbonnais qui est venu en Guadeloupe et qui était un célèbre corsaire d'ailleurs, qui était comparé au Surcouf que l'on connaît, le Surcouf des Antilles.
et qui a amassé beaucoup de richesses et qui a été le premier Guadeloupéen et habitant de Normandie à recevoir la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Alors, il faut bien préciser quelque chose. Ces corsaires, c'était des Guadeloupéens, je veux dire aussi Voilà. en majorité. Parce que c'est ça la beauté de cette histoire en Guadeloupe, c'est que les corsaires de la Guadeloupe étaient des libres de couleur, des anciens esclaves qui sont devenus corsaires pour obtenir la liberté. Oui. Et c'est surtout ce qui est pour nous qui est important. Grâce aux corsaires de la Guadeloupe, c'est ce qui a permis à la France de récupérer la Guadeloupe en 1794. C'est ce qui a fait que la quasi-guerre entre les États-Unis et la Guadeloupe, c'est à cause des corsaires de la Guadeloupe. Et grâce aux corsaires de la Guadeloupe, c'est ce qui a permis de financer et de faire des actions dans la Révolution française. Donc aujourd'hui, la Guadeloupe était, comme j'ai expliqué, une puissance maritime, économique et financière, parce que grâce à l'apport des corsaires de la Guadeloupe, c'est ce qui a amassé beaucoup d'argent. La Guadeloupe dégageait des excédents budgétaires. Donc, ces excédents, à cette époque-là? À cette époque. Oui. Donc, ces excédents budgétaires, nous avons donc envoyé une partie en France et dans les îles voisines. Et la Guadeloupe était tellement forte qu'aujourd'hui, on prêtait de l'argent à Saint-Domingue. Vous avez en 1797, par exemple, où le gouverneur, M. Hugues, envoie 700 000 gourdes à Saint-Domingue. Et l'année suivante, il lui envoie 750 000 gourdes. Et nous avons envoyé aussi des armes, des munitions à Cayenne. Et la Guadeloupe a su développer tout un réseau diplomatique où on avait des consuls dans certains pays, notamment à Trinidad, à la Nouvelle-Angleterre. Donc vous avez... Et la Guadeloupe avait surtout une puissance maritime, parce que ce qui est important dans l'histoire des corsaires, c'est cette liberté par la mer, donc au libre de couleur, mais c'était aujourd'hui toute cette masse financière, cette manne économique que la Guadeloupe a amenée et qui faisait de la Guadeloupe une puissance, puisque nous avions même une armée composée de 12 000 hommes, et sous ces 12 000 hommes, on avait à peu près, sous une centaine de personnes, à peu près 25 blancs, mais tout le reste était composé de noirs et de libres de couleur. Donc c'est tout ce passé mémoriel qu'on essaie de mettre en musique, dans un produit d'animation touristique à Bouillante, donc Bouillante à l'abordage, pour permettre justement aux Guadeloupéens et aux touristes de se réapproprier cette histoire et de la comprendre. Parce que vous avez notamment donc, au Memorial Act, quand vous allez au Memorial Act, vous avez donc une scène sur les pirates, mais il n'est pas expliqué aux Guadeloupéens que nous avons des descendants de corsaires ici, que les corsaires de la Guadeloupe ont permis de reprendre la Guadeloupe en 1794, c'est l'époque de Victor Hugues aussi. C'est l'époque de Victor Hugues. Oui. Et qu'aujourd'hui, donc, l'épopée corsaire de la Guadeloupe part de 1794 jusqu'à 1809. Donc, en 1802, vous avez le rétablissement de l'esclavage qui arrive. 1802, voilà, merci, qui est le rétablissement de l'esclavage. Mais Victor Hugues a eu cette capacité, avec les corsaires de la Guadeloupe, de créer cette armée de terreur. Parce que, à cause donc du fait corsaire de la Guadeloupe, c'est ce qui a fait les États-Unis à créer l'US Navy. Et que les corsaires de la Guadeloupe ont pillé tellement de bateaux anglais, on estime à peu près 1800 à 2000 bateaux pris, que les États-Unis ont demandé à la France de faire un document qu'on peut retrouver ici, qui se trouve aux archives départementales de la Guadeloupe, qui est le tribunal des prises de guerre, qui est un document qui relate les prises des corsaires guadeloupéens sur les bateaux américains, et qu'on peut retrouver en Guadeloupe, et qui a été arrivé ici en 1988 grâce à Raphaël Bourgat, qui était un haut fonctionnaire guadeloupéen. Mais alors, et le trésor des corsaires alors? Ben, je pense que la Guadeloupe doit cacher beaucoup de trésors. Parce qu'on dit que quelquefois les gens trouvaient des jarres d'or et tout ça à certains endroits. Parce que les corsaires cachaient des trésors. Mais je prendrai simplement un exemple. Vous avez dans la baie de Bouillante, donc à Lens-à-la-Barque, en 1809, vous avez deux bateaux, donc deux bâtiments qui étaient des flûtes, donc qui étaient des bateaux à charge, qui s'appelaient la Seine et la Loire, qui étaient donc deux bateaux hollandais. Et dans ces deux bateaux, vous aviez 400 000 pièces d'or en francs et plus d'1 700 000 en lettres de change qui ont coulé là. Donc, c'est pour démontrer... Bouillante est riche alors. La Guadeloupe est riche. Je pense que la Guadeloupe est riche. Je pense que le sous-sol guadeloupéen et les eaux guadeloupéennes... Il y a encore des carcasses de navires dans les eaux. Et ça, on le doit grâce à Mme Lucette Michaud-Chevry, qui, sous sa présidence au Conseil régional, a financé une étude archéologique qui a permis
justement de retrouver ces vestiges, donc ces bâtiments qui sont sous l'eau, et qui ont permis de découvrir un certain nombre de trésors que la Guadeloupe a et qu'on peut retrouver notamment une partie au musée Edgar Clair et dans un catalogue qui a été fait et qui sont des vestiges guadeloupéens. C'est une page d'histoire très importante pour notre pays. Et donc, vous prévoyez de faire, d'ici la fin de l'année, une manifestation? Plutôt pendant les vacances. On essaie de réaliser donc, le spectacle. Le monde féerique, ça va s'appeler. Le monde féerique du Capitaine Moued. Donc, comme j'expliquais, qui est un spectacle mémoriel qui transporte les Guadeloupéens dans l'univers fantastique et féerique des corsaires de la Guadeloupe dans une taverne endiablée. Donc, vous serez costumé et vous allez revivre le temps d'une nuit l'époque des corsaires. Donc, vous serez dans la peau d'un corsaire et d'un pirate. Donc, vous allez assister à un spectacle qui sera un spectacle interactif où le public lui-même est spectateur, mais il vit le spectacle. Vous allez avoir un dîner et vous allez avoir différentes animations qui vont permettre de ponctuer la soirée. Et donc, ça, on peut le faire grâce donc, au soutien de M. Abelli, Thierry Abelli, de Mme Patricia Baillet, qui est le maire de la ville de Bouillante et qui est le président de la communauté d'agglomération, parce que sans lui, grâce à son soutien, on ne serait pas là où on est là. Nous avons donc le ministère des Outre-mer qui nous accompagne sur ce projet. Nous avons également Mme Armougon et Betty Armougon et qui nous accompagnent. Et nous avons une autre grande surprise, la collectivité régionale qui nous accompagne et grâce donc, au soutien du directeur de cabinet de la région, M. Blombon. Et donc, et là, nous avons eu dernièrement donc, M. Mado, qui est le président de la commission culture au département, qui essaie de porter une manœuvre pour nous au niveau de la recherche donc, des financements. Donc, il y a de belles choses à venir. Oui, et puis nous avons également donc, la société Ormat Technologies qui nous accompagne. Donc là, il nous manque à boucler notre budget. Oui. On cherche la moitié de la somme, donc on fait appel donc, aux partenaires et aux entreprises qui souhaitent nous aider, nous accompagner dans cette démarche, parce que je peux vous avouer que c'est extrêmement difficile dans la période où nous sommes. J'imagine. Mais c'est vraiment difficile et que sans le soutien donc, de nos élus, je pense qu'on n'aurait pas réussi à trouver la moitié du budget. Et là, nous avons eu donc, Madame Panchard, qui à l'époque, qui était maire de Basse-Terre, qui avait déjà commencé à suivre ce projet-là et qui nous donne, une force dans ce projet. Alors, en dehors de cette fête du monde féerique, qu'est-ce que vous prévoyez avec cette histoire? Ben là, donc, on a donc, ce premier spectacle. Ensuite, on va faire une démarche auprès des écoles, des collèges et des écoles primaires pour démocratiser cette histoire, pour que les Guadeloupéens comprennent le sens de la Guadeloupe et que le rôle des livres de couleur, donc on va le faire au niveau donc, des écoles. Ensuite, on va créer des petites scénettes théâtralisées qui vont nous permettre d'animer certains sites touristiques de la Guadeloupe. Oui. Et puis après, on a donc un plus grand projet avec la ville de Bouillante où nous allons créer donc un village des corsaires qui est une animation, un village des corsaires. Voilà, qui reprend un peu ce que fait l'esprit de Disney, qui est un village permanent qui va permettre donc de mettre en avant les produits du territoire, notamment les produits artisanaux. Et en 2024, si Dieu veut, on va préparer donc le grand festival des corsaires de la Caraïbe et de la Méditerranée pour permettre d'avoir un grand rassemblement ici en Guadeloupe autour donc, de l'histoire des corsaires de la Guadeloupe. Ben, bravo et merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça sur ce pan de l'histoire de la Guadeloupe qui n'est pas très connu. On espère que votre manifestation aura l'occasion de justement d'ouvrir un petit peu, ouvrir la mer, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouvrir les coffres des corsaires et nous faire bien connaître ce qui s'est passé sur cette époque-là, surtout le Capitaine Moued. Je vous rappelle que juste à côté là, à Grand-Camp, il y avait un bâtiment qui s'appelle Capitaine Moued. Hein. Ah ben c'est pas par hasard. Oui, non, c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Puisqu'on sait que Capitaine Moued, il a joué un rôle assez important dans cette histoire. Bien, Monsieur Tavernier, merci. En tout cas, on espère vous revoir à un moment donné quand les choses seront bien
bien organisé. À ce moment-là, on pourra donner des dates un peu plus précises. Voilà, merci. On va terminer le journal avec une dernière information, c'est la visite du comité de suivi des fonds européens. Justement, beaucoup de manifestations et beaucoup d'organisations ont besoin de ces fonds européens, quelquefois qui repartent sans avoir été utilisés parce que, dit-on, nous sommes mal organisés, nous sommes mal informés sur ces fonds européens. Et c'est la raison pour laquelle il y avait cette manifestation. Olivier Félix était sur place. Nous sommes vraiment très satisfaits de voir qu'aujourd'hui, sur les principaux fonds, notamment le FEDER, le FEADER, le FSE, nous avons un taux de programmation vraiment très important, surtout sur le FEDER, qui est de 84%, actuellement, sur le FSE de plus de 104% et de plus de 60% sur le FEADER, plus de 4000 dossiers. Donc aujourd'hui, il nous reste sur le FSE peut-être 45 millions à justifier et 25 millions sur le FEADER. Ce qui est important pour nous, ce sont les entreprises qui doivent justifier un peu les aides, les prêts que nous avons faits. Mais aujourd'hui, je suis vraiment satisfait. Nous avons entendu les 3 responsables de l'Union européenne qui sont là pour dire que effectivement la Guadeloupe consomme très bien et au même taux que le niveau national. La mise en œuvre du programme 2014-2020 avance très bien. On s'approche maintenant de la finalisation de cette période. Et c'est une période très chargée et très importante parce qu'il reste quand même encore des grands volumes de fonds européens qui doivent être encore mis en œuvre. C'est normal, c'est toujours pareil vers la fin d'une période de programmation. Et je suis très très contente de voir le degré de travail, de sérieuxité, les efforts entrepris par les autorités, l'autorité régionale et les partenaires pour bien terminer cette période de programmation. Nous aurions aimé avoir plus de dossiers en Guadeloupe de la part des entreprises, en général. Mais comme je le dis, oui, pour l'instant, nous sommes très bien. Depuis que je suis président de région, nous n'avons jamais eu de dégagement d'office. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, sur 2 fonds, notamment le FSE et sur le FEADER, c'est 45 et 25 millions qui restent à justifier sur des taux de programmation de 104, de 84% et de plus de 60%. Donc oui, nous sommes bien là-dessus. Mais comme je l'ai demandé, il faudrait qu'on explique plus aux entreprises et aux Guadeloupéens ce que c'est les fonds européens, comment les utiliser, comment faire la demande et comment tout de suite justifier. Ce qui est important pour nous, ce sont les retours. Nous sommes autorité de gestion. Nous prêtons, nous accompagnons. Mais il faudrait que les entreprises aussi puissent rapidement faire des travaux, consommer et nous transmettre les factures pour justifier à l'Union européenne que ça a été bien utilisé. Oui, je suis confiante que la région va réussir à mettre en œuvre et à consommer tous ces fonds. Je sais aussi, comme j'avais dit ce matin, qu'il y a beaucoup de besoins encore. Les fonds européens sont vraiment nécessaires pour un développement économique ou de l'économie, un développement social ici dans la région. Demain, on va visiter quelques projets. J'ai eu déjà le plaisir de voir quelques-uns hier. Et dans les discussions avec les bénéficiaires, tout ce qu'on entend, c'est toujours que l'Europe est bienvenue, le soutien de l'Europe est toujours bienvenu et nécessaire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fonds européens. C'est aussi la fin de ce ZCL News. Je rappelle, si vous ne le savez pas, parce qu'il a été dit sur tous les médias, qu'il y a une petite polémique autour de l'utilisation, de la distribution d'argent, de soutien à des associations dans la commune du Moule par la députée de la mer. Je vais parler de Madame Bénin, par l'époque où elle se présentait aux élections municipales. Elle avait distribué un certain nombre de fonds, 3 000 € à telle association de sport, au club Moulien par exemple, à d'autres associations. Cet argent, au total, une somme de 37 000 € a été... l'information a été sortie aujourd'hui par le website Mediapart
Et donc, Justine Bénin, semble-t-il, a assuré, oui, effectivement, j'ai aidé les associations de ma commune. Alors, on sait très bien qu'en période électorale, la distribution de fonds et d'argent se fait le plus souvent comme ça. Et donc, est-ce que ça aura une conséquence sur son poste de ministre de la mer? Pas sûr. En tout cas, la bataille pour les législatives est lancée, puisqu'on sait très bien que Mme Bénin se présente, qui a été députée, se présente et il a un adversaire coriace face à elle. Je parlais de Christian Bassine. Voilà. Il est pratiquement 13h52. Je rappelle que nous avons reçu en début de ZCL Jean-Luc Céligny, vice-président de la Commission de développement territorial de Cap Excellence, et Leslie Lopin, directrice de l'urbanisme et de la cohérence territoriale. Tous deux ont parlé de cette exposition de photos, un concours de photos qui a été lancé, Montre-moi ton paysage, mais aussi, ils ont parlé de cette deuxième manifestation, les journées de l'agro-business, les 3 et 4 juin, à partir de 9h, ce sera au point de l'accueil de Taonaba. On a reçu aussi, un peu plus tard, Danaïka, la directrice générale du Festival Caribule, qui a parlé des ateliers qui se font dans 6 communes de la Guadeloupe, Basse-Terre, Lamentin, Petit-Bout, Abîme, Pointe-Noire, j'espère en avoir aidé. Et ces ateliers seront animés ou sont animés par des dessinateurs professionnels qui permettent à des jeunes Guadeloupéens de s'initier à la bande dessinée. Elle a aussi parlé du prochain festival au mois d'octobre, mais nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir. Et puis c'est aussi la deadline dans 1 mois exactement pour le concours des jeunes auteurs de bande dessinée. Je rappelle que quand on gagne à ce concours, on a la possibilité d'aller à Angoulême, tout frais payé, hôtel, voyage, etc., pour les gagner à ce concours. Donc dépêchez-vous de crayonner, d'envoyer vos dessins sur le site de Caribule ou sur son Facebook. Et puis, on vient de terminer avec Laurent Tavernier, qui est le président de l'association La Confrérie Corsaire, qui nous a parlé de cette partie historique pas assez connue ou méconnue dans l'histoire de la Guadeloupe sur cette République des Corsaires et la ville de Basse-Terre qui a été siège des Corsaires. Oui, je rappelle que, puisqu'en Simon de Basse-Terre, j'habitais à la rue des Corsaires, on battait ça Fouquibitin, mais désormais, on sait maintenant ce qui s'est passé et Laurent Tavernier a parlé de ce monde féerique, cette manifestation qui est prévue pendant les vacances. Ce sera l'occasion d'organiser un véritable village des Corsaires et redonner aux Corsaires la place méritée. Et il a dit aussi, les Corsaires, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et dit parfois, Dieu tout venge, alors l'argent, c'est quelquefois l'argent qui était enfoui dans le sol par ces Corsaires. L'actualité, c'était cette visite à la conférence sur la sclérose en plaques avec Charlie Dagonia, une fête de famille à Saint-Côte, c'était la semaine dernière, et puis le village des Saveurs, c'était le week-end dernier à Pointe-à-Pitre. Et on a terminé avec le suivi du comité des fonds européens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Le proverbe du jour, chaque pain ni fromage haï, chacun a chacune qui lui convient. Proverbe choisi par Odalia dans le bouquin Didier Banette. D'ailleurs, c'était le dernier de la série des proverbes. À partir de demain, on change de registre, nous aurons l'occasion d'y découvrir. La réalisation est assurée par Jordan, on remercie. Et on vous remercie aussi d'être avec nous tous les jours à partir de 12h30 dans le ZCL News sur Canal 10, sur la radio RHT et la radio C10FM. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à demain.